Bienvenue sur TVS pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. C'est le JT. On est ensemble pour une demi-heure d'information. Voici tout de suite les titres du journal. Le gouvernement met un terme à la vente d'eau en sachet sur toute l'étendue du territoire national. Celle-ci est désormais soumise à l'obtention des autorisations de mise sur le marché. À suivre également dans ce journal les réactions de la CONACYCED et de la Confédération syndicale CAP suite aux dernières mesures prises par le ministre de la fonction publique. Mais tout d'abord, la voie menant au lycée de Siban est-elle abandonnée? C'est la question qui ouvre cette édition d'information. Au regard de l'arrêt des travaux depuis plusieurs mois, le retour sur ces images désolantes dans ce reportage de Marielle Ecom. Les travaux de la rue menant vers le lycée public Jean-Baptiste Obiang-Etougué, situé au quartier Siban, sont suspendus depuis plusieurs mois, voire des années, sans que les riverains n'en connaissent les véritables raisons. Et les pouvoirs publics ne communiquant point sur la question, jouant vraisemblablement aux aveugles. Cette suspension prolongée des travaux ressemble à un abandon de chantier par l'entreprise Sokoba, adjudicataire du marché. Le panneau annonçant le délai d'exécution et de livraison du chantier ainsi que le maître d'œuvre a disparu. Une situation qui cause des désagréments aux usagers de cette voie, d'autant plus qu'elle servait de raccourci à certains automobilistes voulant rallier rapidement le carrefour Bambouchine, le quartier Nzingayon, voire la gare routière, sans passer par le PK5 Rio. Face à cette situation, les élèves du lycée Siban sont contraints de parcourir à pied tous les jours, à l'aller comme au retour, l'axe qui relie l'entrée du PK9 Clondo et leur établissement depuis le mois d'octobre 2015, date du début des dits travaux. À quand le retour des engins et des travailleurs sur cette voie? This is the question. Je vous le disais en titre, la vente d'eau en sachet est désormais interdite sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi en a décidé le gouvernement par le biais d'un communiqué paru il y a 2 jours. La vente de ces produits est donc soumise à l'obtention au préalable des autorisations de mise sur le marché, souligne le dit communiqué. Des sanctions prévues par les textes en vigueur sont brandies pour les contrevenants à cette mesure. Cette eau, vendue en sachet dans la capitale, est désormais interdite sur toute l'étendue du territoire national. Par un communiqué paru le 26 février dernier, le ministre de l'économie, Régis Imongo Tatangani, a exigé le retrait sans délai de ces sachets d'eau dans le circuit de distribution et commercialisation. Il y aurait dans le pays plusieurs unités de production qui vendraient en toute illégalité de l'eau, peu ou pas traitée. Des milliers de sachets sont écoulés par jour sur le marché, sans aucune autorisation et sans respecter les normes élémentaires d'hygiène et de santé publique, au risque de mettre la vie de nombreuses personnes en danger. La décision est quand même salutaire parce qu'on ne sait pas les conditions dans lesquelles les fabricants emballent l'eau. Et puis on ne connaît pas les produits chimiques qui interviennent dans ces sachets, vous voyez un peu. Donc on ne sait pas, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de suivi, Surtout, on doit vraiment s'attacher sur le domaine alimentaire. Tout ce que l'être humain consomme, il est important que les services appropriés s'élèvent pour essayer de voir. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les gens entraînent beaucoup de maladies dont on ne connaît pas la provenance. Cette mesure gouvernementale, on s'en doute, n'arrange pas les importateurs, producteurs et distributeurs d'eau en sachet. À 50 francs pour un sachet d'un demi-litre d'eau, contre 600 francs pour une bouteille d'eau minérale, le business
est juteux. Mais face aux pénuries d'eau, dans plusieurs quartiers de Libreville, les autorités ont du pain sur la planche. Plus c'est l'eau qui nous aide. À notre avis, le gouvernement ne pouvait pas faire ça. Il pouvait nous laisser quand même utiliser plus. La majorité des gens boivent que ça. Les autorités annoncent des sanctions pour les opérateurs qui ne respectent pas cette mesure. La Direction générale de consommation et de la concurrence a été chargée de veiller à la mise en œuvre de la dite mesure. Un numéro vert, le 80-85, a été mis à la disposition de toute personne souhaitant signaler à la DGCC la présence des eaux en sachet sur le marché national. Passé sur nos antennes il y a quelque temps, maman Claudia et son fils qui avaient lancé un cri d'alarme à l'endroit de toute personne de bonne volonté a finalement été entendu par l'ONG Ascorim. Écoutons à ce propos la présidente de l'ONG Ascorim qui répondait aux questions de Fabiola Mengue. Si elle a fait des opérations, c'est tant mieux. On peut dire déjà qu'à partir de là, on aurait pu déceler l'anomalie de l'enfant. L'enfant est né, on découvre que l'enfant a une petite tête, c'est ce que vous dites. Alors l'enfant, la mère s'est rendue au CHU, un médecin décide d'opérer l'enfant. Parce que la décision d'opérer l'enfant est capitale. Parce qu'il faut que les médecins comprennent aujourd'hui que lorsque vous décidez d'opérer un patient, il faut savoir ce que vous allez faire du patient et quel est le traitement que vous allez donner. Parce que ce n'est pas tout d'opérer. Ils ont l'habitude de dire oui, le médecin n'a pas l'obligation des résultats. Il a l'obligation des moyens. Mais quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas opérer un malade et puis dire après que vous n'avez pas l'obligation des résultats. Non, je suis désolé. Lorsque vous prenez la décision d'opérer un malade, ça veut dire que vous connaissez ce que vous faites, vous sachez, vous avez posé un diagnostic, vous êtes convaincu de votre diagnostic et vous êtes convaincu du résultat que vous devez attendre. C'est trop facile souvent de dire que vous n'avez pas l'obligation des résultats. Mais l'obligation de moyens, c'est d'abord la formation du médecin. Il doit savoir ce qu'il fait. L'obligation de moyens, c'est aussi le matériel. On ne peut pas dire que dans nos CHU, il manque le matériel. L'État a équipé nos CHU. Donc on ne peut pas dire qu'un praticien, lorsque tu prends l'engagement d'opérer un malade, qu'il te manque les moyens. Les moyens existent. Peut-être pas tout, mais quand même, il faut quand même reconnaître que l'État fait beaucoup d'efforts pour équiper nos CHU. Ce que nous pouvons nous plaindre aujourd'hui, nous les patients, c'est peut-être la formation. Là, nous sommes d'accord. Mais lorsque vous décidez d'opérer un enfant dans cet état, c'est-à-dire que vous êtes entouré de tous les moyens. Est-ce que vous avez un bon plateau technique? Est-ce que vous avez décelé l'anomalie? Quel est le résultat que vous voulez obtenir? Est-ce que vous avez les traitements qui conviennent autour pour sauver la vie de cet enfant? Donc la responsabilité revient d'abord au médecin. Il a décidé d'opérer l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant a du pu, mais il doit être capable, lui, de trouver les résultats. Donc, il a promis à la mère que j'opère votre enfant pour obtenir tel résultat. Il faut qu'il obtienne ce résultat. Et aujourd'hui, l'enfant n'est même pas hospitalisé puisque beaucoup de gens en parlent. On a vu cet enfant à la télévision. Comment un enfant qui se retrouve dans cet état peut se retrouver dans les bras de sa mère à la maison et on fait des pansements à la maison? Je dis là, ça devient une négligence médicale. Rien à voir avec ce qui précède suite à la décision prise lors d'une assemblée générale tenue par la CONACYCED le 13 janvier dernier qui donnait au gouvernement un énième délai allant jusqu'en fin février 2018 pour réhabiliter la CONACYCED. Écoutons le président de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation au micro de Fabiola Mengue. Tant le mutisme du gouvernement, considérant la bonne volonté de la CONACYCED et sa disponibilité à dialoguer avec le gouvernement, considérant la convention numéro 87 de l'OIT et ses alinéas et ses articles 2, 3 et 4 qui disposent. Article 2. Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer au statut de ces derniers. Article 3. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leur statut et règlement administratif, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal. Article 4. Les organisations de travailleurs et d'employeurs
ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. En outre, la CONACYSED, membre de la Confédération syndicale dynamique unitaire, s'oppose à la réforme de la retraite dont les conclusions sont défavorables aux travailleurs, à la suppression du droit de grève et des syndicats, à l'augmentation sans cesse continue du prix du carburant, à l'augmentation du prix du kilowattheure de l'électricité et à la redevance audiovisuelle qui constitue une véritable arnaque des consommateurs. La CONACYSED fustige également le blocage de la régulation des situations administratives, recrutement, intégration, titularisation, avancement automatique à l'ancienneté, reclassement en prestage, concours interne professionnel. Dans le même registre, la CONACYSED condamne les dernières mesures iniques du Conseil des ministres du vendredi 23 février 2018, à savoir la suppression du paiement des services rendus aux fonctionnaires, lesquels n'ont jamais été payés aux ayants droit. Le paiement au trimestre, au 30e du salaire des fonctionnaires, assimilant ainsi la fonction publique au secteur privé et masquant ainsi insidieusement la baisse des salaires. L'avance exclusive au mérite, contraire à la recommandation OIT-UNESCO sur la condition du personnel enseignant qui interdit tout système de rémunération au mérite à l'endroit des enseignants d'une part. D'autre part, la décision numéro 0026-CC du 12 mai 2016 relative à la requête présentée par la CONACYSED tendant au contrôle de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 0013-PR 2015 du 16 juillet 2015 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi numéro 001-2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Cette décision de la Cour constitutionnelle déclarée caduque, inexistante, l'ordonnance numéro 0013-PR 2015 consacrant l'avancement exclusif au mérite. Cependant, la CONACYSED se félicite du dépôt de 327 dossiers des agents publics de l'État avec notification du siège de justice par dynamique unitaire le 14 février 2018 au ministère de la fonction publique aux fins de régularisation des situations administratives des 10 agents. Eu égard à tout ce qui précède, la CONACYSED prend à témoin l'opinion nationale et internationale pour décliner toute responsabilité des conséquences qui découleraient dues à l'indifférence et au mépris face à la CONACYSED de l'actuelle ministre de l'Éducation nationale, Madame Nadine Patricia Anguilé, épouse au BAM, ainsi qu'à son manque de volonté à résoudre les problèmes posés par la CONACYSED. La CONACYSED se réserve le droit d'initier sans délai des actions visant à contraindre le gouvernement à résoudre les problèmes. Les mesures prises récemment par le ministre de la fonction publique fâchent énormément les syndicalistes. Hier, après la coalition syndicale de la première seconde, aujourd'hui le tour est revenu à la confédération syndicale CAP d'emboîter le pas en dénonçant les travers de ces mesures. Mesdames et messieurs, chers camarades, le vendredi 23 février 2018, sur proposition du ministre de la fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant modification, suppression et complétant certaines dispositions de la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Les dispositions des articles 14, 78, 79, 81, 82, 101, 105, 106, 126, 153, 155 et 167 ont été modifiés pour apporter les innovations suivantes au gré
et au plaisir de notre cher ministre de la fonction publique de manière unilatérale. Il s'agit de, premièrement, l'exclusivité de l'avancement au mérite comme mode de progression dans la carrière à la satisfaction exclusive de notre fameux ministre de la fonction publique. Deuxièmement, la réintroduction du classement des corps des fonctionnaires dans les catégories A, B et C, à côté de la classification ordinale, instaurée par la loi en vigueur, initiative particulière et sans partage du ministre savant de la fonction publique. Troisièmement, la réduction du nombre de groupes d'emploi ouverts aux agents publics non permanents. Quatrième point, le retrait du domaine législatif de toutes les dispositions relatives à la rémunération des agents publics. 5. La suppression de l'unicité des grilles. 6. La suppression de l'indemnité des services rendus. 7. Enfin, l'instauration du paiement au 30e pour que le versement de la rémunération se fasse désormais au prorata du nombre de jours travaillés. Mesdames et messieurs, chers travailleurs, à l'analyse de la démarche et du comportement trop arrogant du fameux ministre de la fonction publique, le CAP relève, pour le réclamer, une explication sincère, objective et démocratique du Premier ministre chef du gouvernement à l'endroit des agents publics de l'État. Aussi, en sa qualité de confédération syndicale, œuvrant pour la valorisation des services publics et assimilés, le CAP dénonce-t-il avec la plus grande énergie cette gestion cavalière et antipatriotique du service public qui ne cadre pas avec les conventions 87, 98 et 151 de l'Organisation internationale du travail, d'une part, les lois 18/92 et 1/2005, d'autre part. Le CAP constate également, pour le déplorer, que cette décision du gouvernement marque un recul d'une quinzaine d'années de la modernisation du service public au Gabon. Le CAP demande au gouvernement l'annulation pure et simple de cette ordonnance qui vise, de son point de vue, la destruction totale et violente du tissu social gabonais. En conséquence, à l'orée des élections législatives du mois d'avril 2018, le CAP demande à tous les agents publics de ne pas accorder leur suffrage à un tel compatriote, ennemi du secteur public, car l'avenir de vos carrières en dépend. Je vous remercie. Lancée le 21 février dernier, la grève illimitée des greffiers se poursuit à Libreville et à l'intérieur du pays. Au palais de justice, le piquet de grève est respecté ou, à Libreville, aucune audience ne se tient, l'objectif étant d'amener le gouvernement à satisfaire leurs revendications. Donc, comme vous le constatez, la grève se poursuit au niveau du tribunal de première instance de Libreville. Nous avons fixé un préalable à la tutelle, résumé en 4 points. Et en ce qui concerne donc le projet de loi portant statut particulier des greffiers, la signature de tous les arrêtés portant intégration et titularisation des greffiers depuis 2014, la carte professionnelle des greffiers qui n'est pas toujours signée à ce jour, et certains autres points que nous avons mis comme préalable. Donc nous disons qu'aujourd'hui, si ces préalables ne sont pas signés en intégralité, il est hors de question que les services de greffe sur l'ensemble du territoire puissent ouvrir. Nous disons que le temps a été suffisamment donné à la tutelle pour régler ces problèmes et nous maintenons notre fermeté dans la fermeture des greffes jusqu'à la satisfaction totale de ces 4 points posés maintenant sur la table du gouvernement. Nous savons aussi que le nouveau ministre vient d'arriver et nous avons été approchés pour que nous puissions accorder, on va dire ça, un délai de grâce à la nouvelle tutelle pour qu'il puisse prendre le temps de mieux connaître les dossiers. Mais nous disons que le ministre partant a laissé sur la table les dossiers concernant le syndicat national des greffiers. Nous pensons que l'administration est continue et donc de ce fait, ce sont les mêmes conseillers du ministre qui ont travaillé avec le prédécesseur qui vont aiguillonner le nouveau. Et nous pensons simplement qu'il va saisir donc la balle au bon et faire de son mieux pour régler ces problèmes le plus vite possible. Il est dans l'intérêt des justiciables, il est dans l'intérêt de notre pays que les juridictions recommencent à travailler. Même si les magistrats ont, entre guillemets, eu satisfaction de ce qu'ils voulaient, nous disons que notre cahier de charge est là, il est posé sur la table du gouvernement
Et tant que ces 4 points préalables ne sont pas réglés, il n'y aura pas réouverture des greffes sur l'ensemble. Le mouvement de grève se tient au niveau de chaque tribunal, on va dire ça à l'intérieur du pays aussi. Donc il a lieu tous les jours de 8h30 à midi. À midi, on fait le point de la synthèse de la journée et puis on se retrouve le lendemain. Il faut dire que la journée du jeudi a été donc choisie par la base comme étant la journée où l'ensemble des agents des greffes procèdent uniquement au renseignement. Ça veut dire que si vous avez besoin de connaître l'état d'avancement de votre dossier, on peut vous recevoir. On ouvre les greffes pour vous. Mais hormis ces jours, les autres jours de la semaine, les greffes sont fermées. Seuls les chefs de service de greffe, donc à savoir le greffier en chef et le secrétaire en chef de parquet, continuent à travailler normalement parce que c'est ce que la loi demande. Les chefs de service ne peuvent pas effectuer la grève. La grève n'est réservée qu'aux agents. À présent, direction Port-Gentil, où pluie et insalubrité ne font pas bon ménage. Dans plusieurs quartiers de la ville, de tas d'ordures s'amoncellent et les autorités semblent avoir jeté l'éponge. La société adjudicataire chargée du ramassage des ordures est inactive. Estranel Ovonon donc. La grande saison des pluies édition 2018 au Gabon vient d'annoncer ses effets primaires via la pluie de forte intensité qui a frappé dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime dans la nuit du 17 février 2018. Mais l'état dans lequel se trouve cette deuxième ville du pays porte à croire qu'aucune disposition n'est prise, encore moins en cours d'exécution, pour assurer son assainissement, quand bien même celui-ci concourt à la sécurité des personnes et leurs biens. Le cas des ordures de toute nature qui ne parviennent pas toujours à disparaître dans ces espaces publics. Ces images, réalisées en ce jour dans les zones dites Pentecôte, derrière le collège et lycée Raponda Walker, tout comme le carrefour Jean-Rémy Ogoula, communément appelé Tobia, illustre parfaitement la rénonciation des autorités municipales de la ville économique et pétrolière du Gabon face à leurs responsabilités depuis plusieurs mois. Ça, ce n'est pas normal que nous, la population, nous vivons dans cet état. Nous sommes dans un pays de droit, où on est dans une démocratie confortable. Il faudrait que l'État gabonais pense à nous, la population. Ça fait vraiment sale. La mairie fait partie de l'État. Donc ils sont censés prendre soin de nous, la population. Ce n'est pas parce que les élections vont arriver, ils viennent faire semblant de gratter par-ci, par-là pour qu'on leur vote. Après leur voter, ils roulent en voiture et nous sommes à pied et on se fait des microbes de tous les jours dans les hôpitaux. L'arrivée des pluies, qui se voit désormais associée avec des tas d'immondices, va certainement renvoyer les populations port-gentillaises en général, singulièrement les plus vulnérables, tels que les enfants, à se livrer aux microbes rejetés par ces mini-décharges jusqu'à développer les maladies endémiques, paludisme, diarrhée, pour ne citer que celle-là. La violation des droits de l'homme semble se décrire à travers cet état d'abandon de la commune de Port-Gentil manifesté par son conseil municipal. Car les interpellations faites ci et là par les habitants et relayées en même temps par la presse s'avèrent jusqu'à ce jour dérisoires. Et comme pour apporter une solution à ce problème d'insalubrité, certains habitants n'hésitent pas à mettre le feu aux ordures, une pratique qui ne va pas sans risque pour la santé des populations. Edwin Diengui. Ça ne va pas. Ça ne va pas, papa. Ça ne va pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. L'incivisme de certains riverains de la ville de Port-Gentil qui avaient coutume de mettre le feu dans les bacs à ordures l'an dernier refait surface dans la ville de Port-Gentil. Une situation qui a été observée ce matin à côté de l'église catholique Saint-Paul-des-Bois et au quartier Chic. De grandes fumées qui ont compliqué le passage des usagers de la route. Honnêtement, ça ne devait pas se faire. Parce que non seulement c'est des combustibles, nous avons pire encore quand c'est de l'essence, donc c'est tellement volatile que ça peut prendre feu à tout moment. Ça c'est vraiment, je pense, très risqué. La personne qui a pris l'initiative de faire ça n'a pas vraiment bien réfléchi. Ça dirage et puis c'est toxicable. Tout le monde est en train de souffrir. Vous voyez, c'est pas un bon fumet, c'est le fumet de l'ordure. Vous voyez, tout le monde presque tout le monde qui passe ici là est contaminé. On est venu le matin comme ça, on a trouvé maintenant le fumet il est au feu. Et puis depuis que c'est là aussi, c'est tout le monde qui se plaint. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous.
Ils ne ramassent pas la poubelle, on a les mouches, les asticots. Quand il pleut, c'est grave. Hein, avec les coupures, la chaleur, il faut encore que la fumée. Nous sommes obligés de fuir les maisons. Parce que ça, on ne peut pas, les enfants, on est obligé d'envoyer les enfants ailleurs. Parce qu'on ne peut pas garder les bébés à la maison avec la fumée comme ça, là. Alors que nous avons des bébés dans les maisons. Une pollution atmosphérique qui peut être à l'origine de certaines pathologies. Ça rend malade, c'est pas parce que ce sont des déchets toxiques, c'est la saleté. Ça rend malade. Ça rend malade, ça pique dans les narines, la gorge, les yeux. Ça rend malade, on ne sait pas. Vraiment, on demande à l'opinion publique, on demande aux autorités de se pencher sur le cas du quartier chic, de voir ce qu'ils peuvent faire pour nous. Parce que vraiment, depuis décembre, nous vivons ce cas-là depuis décembre. Jusqu'à présent, l'on ignore les principaux auteurs de ces actes. On ne connaît pas qui a pu poser cet acte-là, on ne sait pas. Mais si c'est un individu quelconque qui aurait mis le feu parce que le Gabon Pop ne connaît plus les ordures, c'est vraiment malveillant pour ces personnes-là. Et cette personne-là devait pouvoir être, en principe, si cette personne est identifiée, il peut être vraiment poursuivi. Un feu qui participera à la détérioration très avancée de ces voies de communication dans les mois à venir. À Libreville, suite à la multiplication des arrestations de certains compatriotes, le mouvement des jeunes de la formation politique Héritage et Modernité n'est pas resté sans voix. Il réclame la libération de ses compatriotes. Euphrem Biogoezo. Déclaration de presse du mouvement des jeunes modernisateurs. Depuis la journée du 18 décembre 2017, la famille biologique et politique de M. Alain Obiambela est sans nouvelles de ce dernier. Aujourd'hui, cela fait plus de 2 mois qu'il est porté disparu. Après plusieurs tours de la famille dans les commissariats et morgues de Libreville et ses environs. Nous, le mouvement des jeunes modernisateurs, MJM, du Rassemblement Héritage et Modernité, interpellons une fois de plus l'opinion nationale et internationale, après l'avoir fait auprès des autorités compétentes de la République, suite à la disparition du patriote Alain Obiambela, militant du Rassemblement Héritage et Modernité, qui occupe les fonctions de secrétaire administratif dans la coordination communale du Congo. Nous sommes très choqués par le mutisme et l'indifférence des autorités publiques compétentes en la matière, notamment le procureur de la République, Stimdong Essam, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Anissé Mbumbu Miakou, lorsque de tels cas de disparition inquiétantes surviennent. Car, rappelons-le, le cas d'Alain Obiambela n'est pas un cas isolé. Il y a effectivement 2 autres jeunes de l'opposition qui sont aussi portés disparus, pratiquement à la même période. Il s'agit de Obam Simoro, alias Tempilov Obam, et de M. Mwendou Mbina Armel, plus connu sous le pseudonyme de Grand Calais. Est-il besoin de rappeler que l'État, à travers ses autorités publiques, doit, dans ses missions régaliennes, garantir la protection et la sécurité de tous les Gabonais, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse et sociale. C'est dans ce sens que nous avons saisi le procureur de la République, afin que lumière soit faite sur cet énième cas d'enlèvement de compatriotes, pour qu'enfin les différentes familles puissent avoir des nouvelles de leurs enfants. Nous mettons ainsi les autorités judiciaires gabonaises face à leurs responsabilités devant l'opinion nationale et internationale. Pour ces cas de disparition qui plongent encore plus le pays dans l'insécurité d'une manière générale et la jeunesse en particulier. Cette situation qui perdure est encore plus incompréhensible dans un pays qui se veut en phase avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose en son article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Dans l'espoir que cette situation soit réglée dans les plus brefs délais et comptant sur la diligence des autorités judiciaires saisies, nous restons mobilisés et solidaires de la famille de notre frère Alain Obiambela, mais aussi de celle des 2 autres compatriotes, Stempilov et Mwendou Mbina Armel. Je vous remercie. Hors de nos frontières, un tribunal administratif allemand a confirmé mardi que les villes allemandes de Stuttgart et de Düsseldorf, au taux de dioxyde d'azote supérieur
aux normes européennes devront agir en bannissant à terme les vieilles voitures diesel. Presse internationale. On l'appelle le procès des vieux diesel en ville. Les juges de Leipzig ont tranché. Les grandes villes allemandes ont le droit d'interdire la circulation des véhicules diesel polluants, c'est-à-dire non conformes aux normes européennes d'émissions d'oxyde d'azote, les NOx. La plus haute juridiction fédérale du pays avait été saisie de la question par les autorités de Bade-Württemberg et Rhénanie du Nord-Westphalie. Les deux Länder contestaient l'interdiction ordonnée par des juridictions locales aux villes de Stuttgart et Düsseldorf. Une décision qui faisait suite à une plainte de l'association de protection de l'environnement. Une affaire dans la continuité du scandale Volkswagen. Volkswagen a reconnu en septembre 2015 avoir faussé ses tests anti-pollution. Depuis, les voitures diesel font l'objet d'une surveillance accrue. Les constructeurs ont amélioré les logiciels et les filtres de traitement de gaz d'échappement, insuffisants pour les associations écologistes. Le parc automobile diesel allemand est important. L'Allemagne est le premier marché automobile européen. Sur les 15 millions de véhicules diesel qui circulent outre-Rhin, moins de 3 millions sont équipés de la technologie conforme aux normes européennes. En Arabie Saoudite, le chef d'état-major et d'autres responsables militaires limogés. Aucune explication officielle n'a été avancée pour justifier ces évictions en série. Riyad intervient militairement au Yémen depuis près de 3 ans en soutien aux forces gouvernementales contre les rebelles Houthis. Presse internationale. L'armée n'est plus à la parade en Arabie Saoudite. Dans la nuit, le roi Salman s'est séparé de plusieurs hauts responsables de l'armée. Parmi eux, le chef d'état-major ainsi que les chefs de l'armée de l'air et de terre. Aucune explication officielle n'a été donnée par Riyad, mais ce limogeage intervient après une bavure commise au Yémen. Un bombardement de la coalition menée par l'Arabie Saoudite aurait causé la mort de plusieurs militaires yéménites, alliés des Saoudiens contre les rebelles Houthis. L'armée saoudienne mène des combats au Yémen depuis près de 3 ans, dans une guerre à distance contre l'Iran qui soutient les rebelles Houthis. Une guerre qui s'enlise et a déjà fait plus de 9000 morts. Punition ou nouvelle démonstration de force du roi et de son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Quelques mois plus tôt, c'était parmi l'élite saoudienne qu'une purge était menée lors d'une vague d'arrestations anticorruption sans précédent. 200 personnes, parmi lesquelles des princes et des hommes d'affaires avaient été arrêtés, certaines détenues dans le luxueux hôtel Ritz-Carlton de Riyad. 56 suspects sont toujours en détention. La page des sports de cette édition d'information classée dans les profondeurs du classement général du National Foot D1. Édition 2017-2018, après 6 journées de compétition, le stade migovéen inquiète si bien les supporters que son comité directeur Alexandro Jurin, coach de l'équipe, cumule les mauvais résultats de jour en jour. Ephrem Biogoezo. Avec 4 petits points dans ses valises pour une victoire, un match nul et 4 défaites, avec une place de 12e au classement général, la formation du stade migovéen cumule au fil des rencontres du National Foot, édition 2017-2018, des contre-performances qui occasionnent à ce jour un désaveu du public migovéen envers leur équipe Fagnon. Le dernier revers subi à domicile, 0 but contre 1, face à Missy de Libreville, et la goutte d'eau qui a débordé le vase. Alexandre Jurin, sujet français récemment en charge de la version formation au sein du CF Mounana, a pris les commandes de l'équipe en ce début de saison sans pour autant trouver de remède, bien que bénéficiant de toutes les commodités liées à sa fonction d'entraîneur, salaire faramineux, logé et véhiculé. L'homme a tout pour réussir, mais hélas, dès son arrivée, l'homme a curieusement libéré tous les cadres de cette équipe au profit d'une classe qui a du mal à faire ses preuves jusque-là. Le club occupe aujourd'hui la zone rouge au classement général du National Foot. On est à même de s'interroger sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui pourrait bien motiver le président du stade migovéen et son entourage à observer le mutisme actuel sans convoquer l'intéressé au sujet de ses choix et autres contre-performances, lesquelles plongent l'équipe dans les profondeurs du classement. Une convocation imminente du comité directeur du stade migovéen s'avère nécessaire en vue de rompre définitivement avec cette crise. Invité par la Thaïlande à la Kings Cup qui débutera le 22 mars prochain, la participation du Gabon à cette compétition demeure confuse. Ulrich Simaela.
Alors que le clivage footballistique gabonais est dominé par le renouvellement du bureau de la FEGAFOOT à la fin du mois de mars, cependant la confirmation sur la participation des Panthères du Gabon à la Kings Cup en Thaïlande reste toujours incertaine, alors que la compétition débute le 22 mars 2018 et le tirage au sort vient d'avoir lieu, d'où le Gabon ouvrira les hostilités contre le pays hôte, les éléphants de guerre de la Thaïlande. Une compétition qui regroupera 4 nations, à savoir la Thaïlande, le Gabon, la Slovéquie et les Émirats arabes unis. La grande aspiration est que le Gabon y participe, car à travers ce tournoi, il pourra rebondir au classement FIFA et retrouver les nouveaux repères pour bien entamer les prochaines rencontres des éliminatoires de la CAN 2019 qui se jouera au Cameroun. Et on ne se quitte pas sans la question de l'expression libre. Que pensez-vous de l'interdiction de vente de l'eau en sachet dans notre pays? Non mais moi, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je pense que, en tant que citoyen d'abord et en tant que consommateur aussi, je pense que cette décision est très salutaire. Parce que si vous alliez un jour constater dans quelles conditions ces gens-là font cette transformation d'eau, donc dans les sachets, sincèrement vous aurez du mal à repasser prochainement pour une deuxième fois acheter. Déjà moi je ne trouve pas que l'eau est bonne. Il n'y a qu'à voir où on fabrique. Je ne sais pas si elle est même fabriquée. Parce qu'ils les mettent juste dans les bassines, après c'est transféré dans les sachets. Je pense que c'est une bonne décision. Parce qu'on ne sait d'où la provenance de cette eau. Donc on ne connaît pas ses origines. Et on ne va pas consommer quelque chose dont on ne connaît pas l'origine. Je crois que c'est pour mettre aussi en sécurité la population. Mais quand une personne prend l'engagement de vendre de l'eau dans des sachets, cependant nous ne savions même pas comment cette personne a eu à traiter cette eau. Nous ne savions même pas, en tout cas, je ne sais pas comment il faut dire, si cette eau est permis au niveau de la loi même gabonaise. On ne sait pas si c'est l'eau de la SCG ou bien ce sont les eaux de pluie. Je crois que c'est une bonne décision du gouvernement parce qu'apparemment nous avons l'eau chez nous ici. Alors l'eau qu'on amène dans les sachets, on ne sait pas là où on les fabrique, là où ça vient. Donc c'est quand même un danger pour les populations. Qui fait l'eau en sachet? C'est pas l'État. L'eau en sachet devient où? Voilà. C'est ça qu'on demande aussi, la question. Parce que tout ce qu'on boit, l'eau, on sait que c'est l'État qui amène l'eau. Si c'est l'eau en sachet, mais nous, on ne sait pas comment l'État a dit qu'on ne boit pas l'eau en sachet. Nous aussi, on pose de cette question-là. Non. Quand l'État a décidé quelque chose, il a dit quelque chose, mais aucune personne ne peut douter ça. Ça, c'est normal. Tous les populations sont derrière de l'État. On ne peut rien dire quelque chose ou bien on ne peut rien faire. Voilà, c'est sur ces différents points de vue que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de rester en notre compagnie.